français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir et bienvenue à En français s'il vous plaît. Ce soir, nous allons évoquer l'élection présidentielle roumaine qui s'est déroulée il y a 2 jours et qui s'est terminée par une surprise, une grande surprise même, la victoire du maire de Sibiu, Klaus Iohannis, qui remporte cette élection avec 10 points d'écart entre lui et son rival, l'actuel Premier ministre Victor Ponta. Quel impact de cette élection pour la Roumanie et pour l'Europe? Nous allons évoquer ce sujet donc avec 2 journalistes, Nicolas Don et Daniel Desesquel, réalisateur de Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel qui se trouve à Paris. Nicolas Don est avec moi dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Commençons donc par la Roumanie, Nicolas. Pourquoi personne n'avait prévu la victoire de Iohannis? Il faut dire que nous non plus. Non, à commencer par nous-mêmes. Dieu sait que ça fait 48 heures, et vous aussi, mon cher Lucas, on essuie les ironies de nos amis qui nous reprochent très gentiment de ne pas avoir prévu ce que personne n'a prévu, à savoir non seulement la victoire de Iohannis, mais c'est aussi cet énorme écart de 10%, alors qu'à l'issue du premier tour, c'est Victor Ponta qui était en tête avec exactement 10% de plus de voix. Ce qu'on n'a pas prévu, Lucas, ce que n'ont pas prévu les Roumains, c'est l'énorme afflux des gens qui sont venus voter, certes dans la diaspora, à l'étranger, presque 400 000, mais surtout ici en Roumanie, puisqu'au deuxième tour, on a enregistré 64% de présence aux urnes par rapport aux 57 du premier tour, ce qui est un record depuis l'an 2000. On n'a jamais vu ça depuis l'an 2000 en Roumanie. Je t'arrête un peu, Nicolas, parce qu'il faut dire que, pour expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas forcément roumain, il faut expliquer que 64% sur papier, ça veut dire beaucoup plus en réalité, parce qu'on compte des listes qui n'ont pas été renouvelées depuis au moins 10-12 ans. En fait, officiellement, il y a 18 millions... Un peu plus de 18 millions d'électeurs, alors que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup moins, effectivement, en Roumanie. Donc 64%, ça énorme. veut dire 75, grosso modo. Oui, c'est absolument énorme. Et il y a eu une mobilisation absolument énorme des gens qui n'ont pas pu voter au premier tour. Les Roumains qui à Rome, à Turin, à Paris, beaucoup, à Londres, à Munich, à Francfort, ont fait des heures et des heures de queue à cause d'un système anachronique qu'on évoquera peut-être, avec une déclaration, avec un tampon, avec maximum 7 stampiles, vous voyez, j'étais juste obnubilé par le mot, il faut mettre un tampon sur un bulletin dans une cabine et pas plus de 7 par section de vote. Et surtout sans liste électorale, moins de 300 sections de vote, et surtout, Lucas, on ne sait même pas combien de Roumains il y a à l'étranger, non pas qui ont le droit de vote, mais entre 3 et 4 millions, personne n'a le chiffre exact, et on ne sait pas quels sont ceux qui sont en droit de voter. Donc là-dessus, on a pu comptabiliser finalement 378 000 qui, et c'est ça qui a fait la différence, humiliés pendant 2 semaines de débat sur l'incapacité voulue, disent-ils, des autorités de les faire voter, ont appelé leurs copains, leurs familles à se mobiliser en Roumanie, à aller voter, à sortir de chez eux et évidemment de voter contre Victor Ponta et contre le pouvoir en place. Je vous rappelle qu'on a quand même les chiffres du vote à l'étranger, du deuxième tour. Il y a 90% de voix pour Klaus Iohannis. Oui, c'est énorme. Est-ce qu'on peut dire que ce résultat surprenant, et encore une fois, c'est plutôt, bien sûr, c'est une victoire de Klaus Iohannis, évidemment, parce que c'est lui qui sera le président à partir du 22 décembre. Il faut nuancer. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être tout d'abord une défaite écrasante pour Victor Ponta. Et pour le PCD, surtout, il y a eu un vote rejet, ça c'est indéniable. Je suis très frappé par je lisais ce matin la déclaration d'un des hommes clés de Ponta, qui est très proche, un des leaders du PCD, pas seulement, parce qu'il a quelques médias qui ont nettement influencé le vote, c'est monsieur Sébastien Ghiță, qui disait, on a découvert 2 nouveaux partis, le parti Facebook et le parti de la diaspora. Et bien ces 2 partis-là, ils ont, encore une fois, ont voté contre Victor Ponta, contre le PCD perçu comme dédaigneux et corrompu, et ça fait 1 million de voix en plus à l'arrivée pour Klaus Iohannis. Donc là, il y a un vrai problème effectivement, que le PCD n'a pas pu venir. La façon de traiter ces gens de la diaspora a fait boule de neige. On n'a pas vu venir la mobilisation et on n'a pas vu venir le rejet massif du Parti social-démocrate, assimilé donc à la corruption et à un système
qu'il était soupçonné de vouloir contrôler jusqu'au bout et par tous les moyens, et notamment de fuir la justice qui commençait à mettre en péril un bon nombre de ses dirigeants. Ça, c'est une chose. La deuxième... Allez. Oui, tu voulais me couper, voilà, vas-y. Je voulais te couper parce que tu parlais de la justice, mais en même temps, les dossiers, la DNA, la très puissante Direction nationale anticorruption, le parquet anticorruption roumain, a beaucoup travaillé avant le premier tour. Elle n'a pas arrêté de sortir des dossiers. On a vu des hauts responsables du PCD derrière les verrous, et pourtant, ça n'a pas joué au premier tour. Non, au contraire, parce que les gens se sont dit, c'est pas assez, et si jamais ils passent, ils vont bloquer tout ça, donc les enquêtes vont s'arrêter. Donc il y a beaucoup de Roumains, tu le sais très bien, qui disent, en fait, c'est aussi une victoire de la DNA, c'est la DNA qui a remporté ce deuxième tour. Oui, mais au premier tour, le PCD a quand même remporté 40%, plus par rapport à ce qu'il espérait. Absolument, mais c'est là là c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même des raisons structurelles à cette défaite. Le PCD a fait le plein de voix, vraiment le plein absolu de voix, et le maximum de voix, je dirais, au premier tour. 40%, c'est beaucoup, mais... ils sont bien organisés, ils savent faire, ils ont un bon maillage du territoire, un bon contrôle. N'oublions pas que le PCD est l'héritier de l'ancien parti communiste, et question présence sur place, là encore, on parle à des professionnels, et je ne suis pas péjoratif, juste un peu d'ironie comme d'habitude, mais enfin, encore une fois, c'est des gens qui connaissent leur métier. Par contre, le vrai problème du PCD, c'est qu'il n'y a plus de réserve de voix au deuxième tour, c'est-à-dire qu'on peut à peine rajouter les 5% de Călin Popescu-Tăriceanu, l'ancien Premier ministre de l'Allié, de Victor Ponta, mais encore, pas sûr que tout le monde ait voté, pas sûr que tout le monde ait voté... Même les électeurs de Vadim Tudor, l'extrême droite, ils ont voté à 50% pour Klaus Iohannis. Voilà, donc là, il y a un vrai problème de rejet à la fois du PCD et de Ponta. L'électorat du PCD est extrêmement vieux, donc plus de 60 ans très souvent. Même dans des régions rouges, c'est la couleur du parti, on a voté Klaus Iohannis à Prahova, le fief de M. Ghiță dont on parlait tout à l'heure, à Iași, qui est un gros centre PCD que dirige le maire de Iași, Nikita. C'est vrai que la victoire de Klaus Iohannis a été très serrée, mais victoire il y a eu quand même. C'est vrai que c'est un centre étudiant important. À Constanța, alors le fief absolu de Radu Mazăre et de Nicușor Constantinescu, des très proches de Victor Ponta, battus chez eux à Focșani. L'un des de Mariano Plișan, donc ça c'est le Județ de Vrancea. Le Județ a été gagné, mais la ville a été perdue. L'un des maestros électoraux dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça, ce sont des signaux très clairs pour le PCD, qui est incapable visiblement, et ce depuis l'an 2000, de gagner une élection présidentielle. Ils le disent eux-mêmes. On gagne les locales, on gagne les législatives, mais on est incapable de gagner les présidentielles. Est-ce qu'il y a aussi, si on regarde la structure du vote, Nicolas, tu disais très bien que en général, il y a pas mal de retraités qui votent pour le PCD, surtout dans le milieu rural. Mais cette année, on a eu une très forte mobilisation de la part des jeunes entre 18 et 34 ans, des jeunes qui en général ne votent pas, ou ils votent très peu. Cette fois-ci, il y a plus de 60% d'entre eux qui se sont mobilisés pour venir voter. Pourquoi ? Eh bien ça, Lucas, ce sont les réseaux sociaux. Ça, on a été témoins tous de cette incroyable mobilisation. Ça bouge beaucoup déjà, parce que les Roumains sont très actifs sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ça bouge beaucoup. Et ça, on a vu des appels suite à ce qui s'est passé avec le vote des étrangers, enfin à l'étranger, non-stop pendant 2 semaines, à tel point que la campagne elle-même, qui déjà n'était pas brillante, on n'a pas débattu, on le disait ici même, hein, de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la politique étrangère, de rien du tout pratiquement. Il y a eu des petites, des scandalettes, on ne dit pas scandalettes, des petits scandales, ça et là, des accusations de corruption, de népotisme, même d'infertilité adressées au nouveau président roumain. Ça volait pas très haut. On n'a jamais eu de vrai débat de campagne, des deux côtés d'ailleurs. Et voilà qu'on s'empare d'un débat à l'issue du premier tour qui oblitère toute autre discussion. C'est le vote à l'étranger. Voilà le ministre des Affaires étrangères qui dit « Ah, mais c'est pas à nous de faire un peu mieux et de créer des sections à l'étranger. C'est au bureau central électoral. Le bureau électoral dit « Mais non, c'est à vous. » On a assisté à un ping-pong lamentable, soldé par la démission forcée du ministre des Affaires étrangères. On a nommé un ancien candidat à la présidentielle qui a fait un glorieux score de 1% M. Meleșcanu, qui a été nommé à la tête à la tête du ministère des Affaires étrangères pour que les choses aillent mieux. On a voté plus, mais mal. Et M. Meleșcanu vient de démissionner ce matin. Donc, après un mandat de 8 jours seulement.
Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec nous par téléphone depuis Paris, Daniel Desesquel, journaliste à Radio France Internationale, réalisateur de l'excellente émission Carrefour de l'Europe que vous avez pu entendre dimanche. Elle était d'ailleurs consacrée à la Roumanie. Daniel Desesquel, bonjour. Bonjour Lucas. Est-ce que pour vous aussi, comme pour nous en Roumanie, cette victoire de Klaus Iohannis a été une surprise ? Bah oui, elle était une surprise et c'est ce qu'ont souligné les différents médias français qui s'intéressent à la Roumanie. Il y en a quand même beaucoup plus qu'on ne l'imagine. On attendait une victoire de Victor Ponta et cette victoire de Klaus Iohannis a évidemment un peu surpris et c'est ce qu'ont retenu les médias français, une victoire inattendue car ici aussi on savait que Klaus Iohannis avait 10 points de retard sur Victor Ponta. À Paris, on a beaucoup voté, les Roumains ont beaucoup voté dans les deux bureaux de vote dans l'ambassade roumaine et dans le consulat. Est-ce qu'on a parlé de ces énormes files d'attente des Roumains qui se sont bousculés à Paris pour voter? Je dirais effectivement que les Roumains de Paris et de France ont essayé de voter. Effectivement, on a parlé de toutes ces files d'attente interminables de Roumains qui essayaient de voter, qui occupaient toute l'avenue, il y a une grande avenue tout près de l'ambassade de Roumanie et cette avenue n'a pas désempli au cours de la journée. Alors c'est effectivement un peu surprenant parce que les ambassades, vous savez, elles sont évidemment dans les très beaux quartiers où en principe il y a rarement des attroupements. Alors cet attroupement de Roumains, car petit à petit évidemment les voisins et les Parisiens se sont rendus compte que c'était des Roumains qui essayaient de voter, ça a un peu surpris tout le monde car bien sûr, les moments de vote... Tu veux dire que trop de Roumains réunis au même endroit, ça fait un peu bizarre dans les rues de Paris. Mais là, je voulais élargir. Là, je suis un peu ironique, Daniel. Mais c'était le cas dans toute l'Europe. C'était pas cantonné à Paris, justement. Et est-ce qu'on en a parlé en France? Alors, c'était le cas dans toute l'Europe. Mais ce que les médias ont retenu, c'est évidemment cet attroupement à Paris. On n'a pas parlé de Londres, on n'a pas parlé de Rome, en tout cas dans les médias français, même si effectivement c'était le cas de toute l'Europe. Et ça, je dois dire, un peu surpris. Et les habitants, dans un premier temps, les voisins de l'ambassade de Roumanie à Paris, j'imagine ailleurs aussi, et puis un peu les Parisiens, car c'est pas habituel ce type de rassemblement. Et à la fin de la journée, lorsque il y avait encore beaucoup de Roumains dans la rue et que les bureaux de vote ont fermé, que le mécontentement s'est manifesté parce que certains de vos compatriotes, Nicolas et Luca, ont attendu 2 heures et des heures pour ne pas voter, eh bien, il y avait un mécontentement généralisé, il y a eu des tentatives de prendre d'assaut, entre guillemets, c'était quand même relativement gentil, l'ambassade, et puis les forces de police ont dû intervenir. Et c'est pas si courant que ça dans ces quartiers très chics, très riches, très bourgeois, que les forces de l'ordre interviennent. Je crois que la dernière fois, c'était à l'occasion de la manif pour tous, sur le fameux mariage pour tous, qu'on appelle aussi le mariage homosexuel. Donc, une petite surprise de la part des Parisiens face à cet engouement des Roumains pour voter, qui au bout du compte n'ont pas pu voter. Revenons au vote en Roumanie. Je parlais à un diplomate il y a quelques jours, un diplomate occidental qui me disait les choses suivantes. Il disait que dans une Europe où il y a pas mal de nationalisme en tout genre et où les pays sont assez repliés sur eux-mêmes en ce moment, la Roumanie offre un bel contre-exemple en élisant un président issu de la minorité allemande de Roumanie. Qu'en pensez-vous, Daniel ? Alors, d'abord, ça a été une surprise pour les Français, car les Français ne savaient pas trop qu'il y avait une minorité allemande en Roumanie. Et ils ont été surpris parce que tous les commentateurs, et vous aussi notamment, Luca, lorsque vous parliez de Klaus Iohannis, vous parliez de l'allemand, et ça a été une surprise de constater que, il y avait des Allemands en Roumanie, 2, qu'il pouvait devenir président de la République, et 3, malgré tout, c'était leur nationalité d'origine que l'on retenait en l'appelant allemand. Par exemple, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu en France, et lui il est d'origine hongroise, on n'a jamais dit le hongrois Nicolas Sarkozy. Klaus Iohannis il est président, il sera président de la Roumanie à partir du 22 décembre. Il n'a aucune expérience internationale pour l'instant, mais il siégera au Conseil européen avec ses collègues qui sont chefs de gouvernement et chef d'État. Quelles sont les qualités requises pour ces réunions ?
il faut connaître l'Europe, il faut connaître le monde dans lequel on vit, et effectivement, on peut s'interroger sur la capacité de Klaus Iohannis, qui vient d'une ville moyenne, Sibiu, je dirais à peu près de tête, 140 000 habitants. C'est un petit peu comme si le maire de Limoges ou le maire d'Amiens, qui sont des villes à peu près de 100 000 habitants, devenait président de la République d'un pays important. La France, 63 millions d'habitants, la Roumanie, 20 millions d'habitants. C'est un peu surprenant. Il n'a jamais été ministre, il n'a jamais eu une fonction nationale. Il risque d'être un petit peu déconcerté par les problèmes qui vont se poser à lui, qu'on va lui poser, et pour lesquels on attendra évidemment des réponses et peut-être même des propositions de la Roumanie. Ce renouvellement total, Luca, de la classe politique que le nouveau président souhaite et de la manière de faire de la politique en Roumanie, ça vous paraît faisable et ça vous paraît souhaitable en regardant ça depuis Paris? Je pense que la question est pour Daniel. Pardon, la question est... Je la refais, 5-4, 3, 2, 1, 0. Oui, je veux bien. Oui. Daniel, une dernière question. Est-ce que ce renouvellement total de la manière de faire de la politique que souhaite le nouveau président vous paraît faisable, vu depuis Paris? Question difficile de répondre avec précision. Je pense que dans un premier temps, la première difficulté de Klaus Iohannis, ça va être de s'imposer. Et je pense que ce ne sera pas si facile que ça. Il faudra plus d'un Conseil européen pour qu'il prenne ses marques. Après, est-ce qu'il pourra s'imposer, prendre des initiatives et animer ce Conseil européen? Pourquoi pas? Mais sur un plan interne, Daniel, est-ce que tu vois une possibilité de renouvellement et de rafraîchissement, de nettoyage, diraient certains, de la classe politique roumaine? C'est assez difficile à dire. Je pense que c'est l'expérience, c'est le temps qui le dira si effectivement il y a un vrai renouvellement de la classe politique roumaine ou pas. Est-ce que Klaus Iohannis va s'imposer déjà en Roumanie, ou est-ce qu'il risque d'être la marionnette de ceux qui ont fait qu'il est devenu le candidat puis le président de Roumanie? Voilà, il reste quand même encore plus pour nous que pour vous un inconnu. Est-ce qu'il saura s'imposer? Évidemment d'abord à Bucarest, et puis ensuite évidemment parmi ses pairs européens. Daniel Desesquel, réalisateur de Carrefour de l'Europe, merci beaucoup pour cette intervention. La Roumanie, en français s'il vous plaît. Nous sommes de nouveau en studio avec Nicolas Don et nous parlons de cette élection roumaine qui s'est terminée avec la victoire de Klaus Iohannis. Klaus Iohannis, un candidat atypique, un inconnu pour l'Europe, disait Daniel Desesquel. Est-ce qu'il sera aussi un président atypique ? Écoutez, d'abord il faudra le connaître, ce que disait Daniel aussi. Atypique, il l'est certainement par son aspect physique. Il est très grand, Victor Ponta, il est aussi très grand aussi. Donc oui, mais je ne fais pas de comparaison avec Victor Ponta, mais il a une façon différente de se mouvoir. Il est plus lent, de se parler. Il a un accent de Transylvanie, il a un accent allemand de Transylvanie. Donc son débit est nettement plus lent en roumain. Il se presse pas, il gesticule pas. Il sait asséner des mots lorsqu'il le faut, avec un regard glacial, un geste de la main qui ne trompe personne. Donc ça, pour se faire respecter, il n'y a pas de problème. Par contre, quelle sera sa marge de manœuvre? Quel est son charisme? Parce qu'il ne nous a pas sauté aux yeux durant la campagne. Quelle sera son équipe? Quelle sera son équipe? C'est une très bonne question. Il est à la tête d'une alliance qui a disparu la nuit même de la victoire, l'Alliance chrétienne libérale. Donc c'est une coalition de partis, de deux grands partis qui ont fusionné en un seul. On ne va pas embêter ceux qui nous écoutent avec les détails de la politique roumaine, mais en fait, en très gros, durant ces 6-7 dernières années, le parti libéral dont on parle aujourd'hui, qui porte encore le nom de Parti national libéral, s'est fait recomposer entre les partisans de la première heure, les créateurs, comme Călin Popescu-Tăriceanu, et les partisans du président Băsescu, qui sont partis fonder un autre parti, justement, le PDL, avant de repartir dans l'autre sens et de revenir au PNL l'été dernier. C'est compliqué, donc
ça ne nous permet pas d'imaginer forcément une unité de monolithe lorsque des décisions cruciales seront à prendre, et notamment, et on va en parler Lucas, l'arrivée au pouvoir, parce que pour l'instant, on parle de l'opposition. Voilà, pour l'instant, on parle de l'opposition, tout à l'heure, Klaus Iohannis a fait une conférence de presse dans laquelle il a dit que le PNL est un grand parti, qu'il veut avoir le pouvoir et qu'il sera au pouvoir soit en 2016 après les élections législatives, soit déjà en 2015, donc l'année prochaine, après un changement de l'architecture au sein du Parlement. Donc ça veut dire le démantèlement de l'actuelle majorité et former une autre majorité. Est-ce possible, Nicolas ? Lucas, voilà ce que craignaient la plupart des observateurs, et là, pour une fois, nous aussi, même si nous avons dû passer la nuit d'après les élections à réécrire nos papiers dans la perspective du vote. C'est la beauté à l'encre, hein. C'est ce qu'on craignait tous. Donc, c'est impossible de dire ce qui va se passer. Eux-mêmes, les états-majors des partis ne le savent pas. N'oublions pas que le PCD a commencé à se déchirer au vu et au su de tout le monde. On demande déjà la démission de Victor Ponta à l'intérieur du parti. On demande une refonte du parti de fond en comble. On demande même la sortie du gouvernement, et donc de quitter la scène, ce qui ne serait pas, entre parenthèses, parfaitement idiot d'un point de vue purement tactique, étant donné que le PCD souhaiterait peut-être se refaire une virginité avant les élections de 2016, le temps que les gens l'oublient un tout petit peu. De l'autre côté, en face, à droite, on laisse un vocable qui est un peu abusif, mais là encore on ne va pas rentrer dans les détails, il n'y a tout simplement pas la majorité au Parlement. C'est ce monolithe du Parti national-libéral traversé de beaucoup de courants et de beaucoup d'ambitions personnelles, de rivalité, de haine cuite et recuite, là encore pas de signe excellent pour l'avenir, et des micro-partis qui sont greffés dessus, qui ont très peu de membres, mais beaucoup de leaders avec une très très grosse ambition, chacun d'entre eux. Donc là, franchement, encore, on risque de tomber dans de sombres batailles de couloirs, très balkaniques, diraient les mauvaises langues. Enfin, on a vu ça sous la 4ème République en France, on n'a rien inventé ici. Et encore une fois, donc on retombe sur la fameuse, et dans la fameuse beauté à l'encre. Vous disiez, Nicolas, au début de notre discussion que, ça n'a pas été forcément un vote pour Klaus Iohannis, mais un vote contre Victor Ponta, on pourrait dire même un vote contre l'actuelle façon de faire la politique en Roumanie. Est-ce que les partis politiques roumains ont compris le message ? Est-ce qu'il y aura un renouveau dans toute la classe politique roumaine ? Écoutez, c'était assez rigolo à voir, parce que le PCD, qui était donc aux manettes depuis 2012 et qui était visé par toutes les enquêtes, enfin surtout le PCD que tu mentionnais tout à l'heure, de la DNR, la Direction nationale anticorruption, et qui bloquait tout un certain nombre de lois qui pouvaient éventuellement permettre aux élus d'échapper aux poursuites. Tout d'un coup, alors là c'est extraordinaire, ils ont tous compris le message des urnes, les déclarations on les compte plus, oui vous avez raison, oui on va faire en sorte que les lois scélérates que nous tenions dans un tiroir depuis 12 mois ne passeront pas, c'était la demande du président, donc là ça y est, on s'active maintenant dans les commissions et ces lois ne seront jamais adoptées, en principe, on fait le ménage à l'intérieur, on lève l'immunité parlementaire des parlementaires qui sont visés par les enquêtes pénales, ce qui n'était pas le cas avant, mais là, tout ça très vite, en 48 heures. Donc là, c'est plus que du déclaratif, que du niveau déclaratif, il y a de l'action. Il reste à savoir combien de temps cela va durer, en sachant que le même président élu, Klaus Iohannis, ce que tu mentionnais tout à l'heure, a déclaré d'une manière extrêmement non équivoque, ce matin, dans mon parti aussi, il y a des gens corrompus. Et ceux-là se disent que peut-être avec l'arrivée au pouvoir, ont une chance de s'en tirer. Là, c'est pas du tout la direction du vent en ce moment. Nicolas Don, une dernière question. Le 22 décembre, Klaus Iohannis sera le président de la Roumanie. Le 23, Lucas, parce que le 22 décembre jusqu'à minuit, c'est très de ces Voilà, le 23 décembre, il sera... Mais dans la nuit. Voilà, il sera président de la Roumanie. Est-ce que la Roumanie... est-ce qu'il y aura une autre façon dont la présidence, dont la classe politique, dont les dirigeants vont se comporter ? Est-ce qu'on aura un pays plus calme de ce point de vue, où il
il y aura les mêmes disputes permanentes entre le président, le Premier ministre. Comment ça va se passer? Écoutez, je vais citer un commentateur politique que vous connaissez bien, l'un des fins observateurs de la vie politique roumaine, qui s'appelle Răzvan Orășanu, que j'entendais sur une télé l'autre jour dire que dorénavant, la Roumanie sera conduite avec un peu plus de, là je vais avoir du mal à traduire le terme, de Steif, de classe, de gueule, si vous me permettez l'expression, un peu plus d'élégance, et moins de balkanisme, de parlotte, de gestuelle et d'accoutrements bizarres, un comportement plus digne, plus serein, plus sérieux, qui, paraît-il, est demandé par l'ensemble des Roumains. On sera mieux représenté, disait M. Orășanu. Il y a quand même 6 millions de Roumains qui, dimanche dernier, ont parié là-dessus. Nicolas Don, merci beaucoup pour ton analyse. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. En français, s'il vous plaît. Émission d'actualité roumaine et francophone.